Cette vidéo est un Fermez-la vieux dossier, une rediffusion. Cet épisode, diffusé le 16 avril 2016, consacré à Star Wars le réveil de la Force, est le premier épisode à avoir déclenché la guerre entre moi et les fans de la prélogie Star Wars, qui ont décidé de détester les films produits par Disney parce qu'ils croient encore que Lucas était un artiste. Ça m'a pas mal surpris d'ailleurs de voir autant de gens aussi outrés de me voir dire un truc aussi évident que ce film est meilleur que la prélogie. Parce que, comme expliqué dans ma vidéo sur la prélogie, j'ai vécu durant une période d'internet où la prélogie était unanimement détestée. Pour dire, à cette époque, je prévoyais un autre épisode qui défendrait la prélogie contre quelques critiques abusives. Un peu comme je l'ai fait pour Final Fantasy XIII ou SOS Fantôme dans d'autres épisodes. Mais quand j'ai vu tous ces gens réellement convaincus que la prélogie était bonne au-delà du raisonnable, j'étais obligé de revoir mes priorités et faire le contraire. Une vidéo rappelant en quoi la prélogie était ratée. Donc si vous êtes de ceux qui me reprochent de taper encore et encore sur la prélogie, c'est votre faute. Bonne vidéo! Donc c'est à ça qui devait ressembler à Han Solo à l'origine. Je me demande s'ils ont toujours eu autant de fangirls. MJ Senpai! Oh putain, pas lui! MJ Senpai! Qu'est-ce qu'il y a, Ben? MJ Senpai, je vous ai déjà dit de m'appeler Kylo Ren! Oh, excuse-moi, Ben! Qu'est-ce que tu me veux encore? C'est quand que vous faites un Fermez-la pour faire taire ceux qui se moquent de moi alors que je suis un super badass ultra fort comme Dark Vador? Je te l'ai déjà dit, j'attends la sortie du DVD et du Blu-ray pour rester un petit peu dans l'actualité du truc. Ben, justement, ça sort aujourd'hui. Oh, bah dans ce cas, envoie-moi mon marteau. Pardon, MJ Senpai. Je dois tout faire moi-même, hein. Fermez-la! La saga Star Wars est l'un des plus grands piliers du cinéma, et ses fans sont un peu comme ces papas sévères, vous savez, ceux à qui vous ramenez fièrement un 19 sur 20, mais qui vous punit quand même pendant 2 mois parce que il manquait un tout petit point. Que ce soit pour la trilogie originale ou la prélogie, les fans sont toujours à l'affût de défauts dans une saga dont ils n'exigent pas moins que la perfection. Et donc bien sûr, l'arrivée d'un nouvel épisode sous la tutelle de Disney et réalisé par J.J. Abrams n'a pas été épargné. Mais c'est dommage parce que ce film n'a même pas la prétention d'être meilleur que la trilogie originale, tout en restant 1000 fois mieux que la prélogie entière. C'est un film de divertissement bien conçu qui revisite bien la franchise et ne mérite pas tant de haine. Et encore moins pour les 5 points que je vais démonter dans cette vidéo, en commençant par... Absolument tout le monde a fait cette remarque. Et ouais, ça démarque pas de nulle part. Un droïde détenant une info importante pour les rebelles est recueilli par un héros potentiel sur une planète de sable. Ils sont poursuivis par le méchant empire, mais s'en sortent grâce à un groupe de personnages colorés, dont un vieil homme qui a vécu le conflit précédent, et à la fin une station capable d'exploser des planètes se fait détruire par un raid de petits vaisseaux spatiaux et par nos héros. Et il y a un grand méchant habillé en noir qui a tué le vieil homme. Et on a une scène de bar avec des créatures au design varié. Je vais pas mentir, avant que le film sorte, je craignais que ça repompe trop l'épisode 4. Mais au final, ça m'a pas du tout gêné. On y trouve assez d'éléments inédits pour éviter le vulgaire copier-coller. Les personnages, par exemple, sont totalement différents. Là où Luke était un ado impulsif et curieux, ignorant tout de la force et des Jedi, Rey est une ado endurcie et composée, voulant garder ses habitudes, bercée par des histoires de Jedi. Même Han n'est plus le même personnage de la trilogie. On a là un vieil homme assagi et pieux, un homme simple dont la mort au milieu de héros mythologiques est d'autant plus tragique qu'elle est due à sa foi pour son fils égaré et corrompu. Là où la mort d'Obi-Wan était un sacrifice nécessaire dans un plan pour vaincre le côté obscur, le Han cynique est mort parce qu'il a cru. Et pour la base de Starkiller, ben, si j'étais à la tête de l'organisation qui avait créé une arme de destruction massive capable de détruire une ou plusieurs planètes, évidemment que j'en construirai une autre! J'en ai vu dire que la bataille de Starkiller n'est pas aussi prenante que celle de l'Étoile Noire, on n'a pas cette sensation d'accomplissement quand ça arrive, et c'est vrai, mais c'est pas vraiment un défaut. La bataille de l'Étoile Noire était un accomplissement émotionnel, surtout parce que ça a développé les personnages de Luke et Han qui sont au centre de cette bataille. Là où dans la bataille de Starkiller, nos héros s'accomplissent à côté de la bataille, rendant cette dernière moins prenante donc. C'est comme la bataille du retour du Jedi en fait, on est plus intéressé par Luke qui affronte Vador que par Lando et des aliens qu'on connaît pas qui s'attaquent à la seconde étoile noire. Bon après il existe quand même beaucoup de points qui ont été repris de l'épisode 4 bien sûr. Tout comme Rocky Balboa a repris pas mal de points du premier Rocky. Bizarrement, personne ne s'est plaint de ça. Après le bordel qu'a été la prélogie, il fallait un retour aux sources doublé d'un passage du flambeau d'une génération à une nouvelle qui revit toutes les épreuves de ses précédents pour se forger sa propre mythologie.
La répétition de points scénaristiques est donc totalement logique. Et comme on a expédié tous les éléments de la trilogie dans ce 7e épisode, et ben du coup les 2 autres épisodes de la trilogie vont pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Je veux dire, les premières photos du tournage de l'épisode 8 confirment déjà qu'on va avoir une nouvelle direction. En effet, les critiques ont exprimé un certain dégoût vis-à-vis de l'utilisation de clins d'œil à la trilogie originale ou du fanservice comme le retour des personnages préférés des fans, comparant ce film à une mauvaise fanfiction fantasmée. Mais honnêtement, je soupçonne la plupart d'entre eux d'être juste allergiques au clin d'œil. On va la balancer dans le compacteur d'ordures. Ah, une référence à un truc qui existe. Parce que honnêtement, il n'y a pas du tout de fanservice putassier dans ce film. Genre du tout. Il faut bien faire la différence entre fanservice et continuité. Ce n'est pas du fanservice de faire revenir Han, Chewbacca, C3PO, Leia et compagnie. Parce que forcément nos héros vont revenir dans le film qui raconte la suite de leurs histoires. Et puis citez-moi un fan qui avait vraiment envie de voir Han se faire tuer par son propre fils, Leia qui devient une chef de guerre triste, ou un Luke Skywalker muet et présent qu'à la dernière minute de film. Moi, comme beaucoup de fans, je voulais plus de Luke Skywalker. J'en ai pas eu, mais je l'ai accepté. Parce que ce film ne se contente pas de faire juste du fanservice. Non, non, il se concentre là où il doit se concentrer, sur les nouveaux personnages. Et je vais même dire, le fanservice et les clins d'œil dans ce film sont 1000 fois mieux gérés que dans la prélogie. Parce que dans le réveil de la force, les clins d'œil ont toujours une bonne excuse. C'est normal que Finn tombe sur la sphère d'entraînement de Luke en fouillant le faucon, et c'est logique que Leia et C3PO soient dans la résistance. Mais dans la prélogie, qu'est-ce que ça apporte de révéler qu'Anakin a construit C3PO ? Que C3PO existe tout court même. Et les plans de l'étoile noire, Jango Fett, comment Palpatine est devenu moche ? La réponse est absolument putain de rien. Là où le réveil de la force ne peut être réécrit sans Han, Leia et Luke. Bon, peut-être sans C3PO et R2D2, mais leur présence reste appropriée dans le contexte. Bon après, je comprends que certains en aient marre des références à cause de films comme Avengers, Jurassic World, ou pire, Terminator Dyslexie, mais il faut que vous compreniez les gens que faire une référence, ce n'est pas un défaut en soi. C'est mal le gérer qui est un défaut. Pensez-y. C'est clair que si vous étiez habitué au blabla inutile de la prélogie, on dirait que ça manque d'explications. C'est juste que J.J. Abrams a un style narratif profitant du truc que la prélogie ne connaît pas, le mystère. Son seul tort est de croire que les spectateurs sont suffisamment patients pour attendre des explications qui arriveront sûrement dans les suites ou d'élucider eux-mêmes des mystères qui ne nuisent pas à l'aventure globale. Non parce que sérieusement, on s'en fout des explications sur pourquoi le sabre de Luke se retrouve chez Maz ou de la situation géopolitique de cet univers. Tout ce qui compte dans cette histoire, c'est nos 2 héros, Rey et Finn. Je veux dire, t'en as une qui a passé toute sa vie sur une planète déserte isolée du reste de la galaxie, et l'autre qu'on a élevée pour devenir de la chair à canon. Je veux dire, merde, Finn ne comprend même pas le Wookiee, quoi. Tu vas quand même pas me dire que ces 3 grognements presque similaires veulent dire une phrase complète. Ah si, il a même cité du William Shakespeare. Hélas, pauvre Yorick, je le connaissais bien, Horatio. Ok, j'en ai marre de vos conneries physiquement impossibles, je vais retourner sur ma base qui aspire des soleils, moi. Donc forcément, on en sait autant qu'eux. À savoir pas grand chose, et on découvrira les nouveaux aspects de cet univers avec eux, de la même manière qu'on a découvert cet univers avec un jeune homme qui ne connaissait même pas le mot Jedi. Mais après, on peut simplement recoller les morceaux en utilisant notre imagination et notre sens de la déduction. C'est pas justement un des passe-temps favoris des fanboys d'imaginer des théories sur des détails dont tout le monde se fout, non ? Quant à la coïncidence, c'est quoi le problème ? La plupart du temps, je trouve ça même logique. Ils tombent sur Han parce qu'ils avaient le Faucon Millennium, vaisseau qu'ils cherchaient dans toute la région d'ailleurs. Le Nouvel Ordre les retrouve sur la planète où ils sont allés après à cause de... d'un peu tout en fait. Les pirates qui poursuivent Han, les espions chez Maz, etc. Le seul élément vraiment proche de la coïncidence est Rey qui tombe sur le sabre de Luke. Mais le sabre étant apparemment très lié à la Force, il est fort probable que la Force elle-même ait provoqué cette coïncidence, comme les jumeaux Skywalker qui finissent par se retrouver dans la trilogie originale. Après tout, le film s'appelle Le Réveil de la Force. Faut bien que ce réveil de la Force agisse un petit peu sur le scénario, non ? Oh, parlant de ça d'ailleurs... Hé, vous deux! Oui. Comment ça se fait que Rey, qui n'est même pas entraîné, est une meilleure Jedi et une meilleure combattante que toi, Luke? Je croyais que t'étais un maître Jedi. Ouais, je le suis. Dans le retour du Jedi. Avant ça, j'étais qu'un fermier sachant même pas battre un homme des sables et qui ne connaissait rien du tout de la Force. Moi, par contre, depuis toute petite, j'ai dû me débrouiller seule et me battre toute ma vie dans un monde plus pourri que les banlieues niçoises, où j'ai dû fouiller dans des carcasses de croiseurs interstellaires pour m'acheter à manger,
Recherches qui m'ont permis de découvrir les histoires de la guerre des étoiles et des Jedi. La mienne notamment. Du coup, c'est normal qu'elle soit plus forte que moi vu qu'elle a une meilleure base pour être super puissante. Mais comment elle fait pour maîtriser la force? Bah, j'ai lu des trucs à propos des différents tours de Jedi dans les histoires que j'ai découvertes quand je pillais des vaisseaux, et quand j'ai su que j'étais une Jedi, j'ai testé, et voilà. Ça s'appelle être autodidacte. De plus, elle est un prodige de la force dans un film qui a pour titre Le réveil de la force. J'aurais bien aimé que ça se réveille durant mes années padawan, mais voilà. Ah justement, c'est nul qu'elle soit aussi cheatée, parce que du coup, on s'identifie moins à elle. Mais depuis quand on a besoin de s'identifier à un personnage pour aimer suivre ses aventures? James Bond, Superman, Wolverine, Neo, Furiosa, Conan le barbare... Putain, mon personnage a été conçu pour qu'on s'y identifie, mais tout le monde préfère Han Solo. Et si on utilisait la force pour que Chewie parle normalement? C'est pas comme ça que ça marche, la force! La première séquence de Rey suffit amplement à résumer son personnage et la rendre intéressante, et ce sans aucun dialogue, et le reste du temps, elle reste suffisamment touchante. C'est pas bien grave si on s'y identifie pas parce qu'elle a un don, du moment que le personnage soit bon. Ouais, mais de là à battre le grand et puissant Kylo Ren... Ça fait quoi d'avoir été battu par une nana qui n'a jamais tenu le sabre laser de sa vie? Ouais, c'était trop dur d'arriver à battre un Kylo Ren psychologiquement bouleversé par le fait d'avoir tué son propre père, qui a été blessé par le blaster de Chewie, qui est capable de faire voler 3 Stormtroopers d'un coup et qui n'essaie même pas de me tuer, mais de me maîtriser pour ensuite m'embarquer chez Snoke pour me convertir au côté obscur. De plus, qui a dit que Kylo est si puissant? Il est bon, ouais, mais on le croit puissant parce qu'il n'a pas eu affaire à de vrais Jedi jusqu'à Rey, justement. Oh, mais c'était mieux quand on avait un héros qui affrontait des difficultés. Oh, maintenant vous trouvez que le film n'est pas assez comme avant? Vous ne plaignez pas du contraire il y a 5 minutes? De plus, elle a affronté autant de difficultés que moi quand j'ai attaqué l'étoile noire. Elle affrontera sûrement bien pire dans la suite. Ou pas, on s'en fiche, parce que du coup, elle est au même niveau que moi dans le Retour du Jedi. Du coup, ça va nous permettre d'explorer une partie de l'univers Star Wars que je ne pouvais pas montrer dans mes films. Et donc faire de la vraie expansion d'univers dans cette nouvelle trilogie. N'empêche, cette façon de la couvrir... Tu serais pas son père, par hasard? Oh, commence pas avec les théories. C'est un coup à te décevoir tout seul quand tu sauras que je suis la fille de personne que tu connais. Tiens d'ailleurs, comme je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me poser la question dans les commentaires, oui, je trouve ça cool que Daisy Ridley soit en discussion pour jouer Lara Croft dans un futur reboot de Tomb Raider. Et oui, ceux qui critiquent son physique sont des gros cons qui ne savent pas que la beauté d'une femme ne se résume pas à la taille de ses nichons. Hey! Et moi dans cette histoire? Oh bah justement, on y vient. Kylo Ren. Un personnage sur lequel les fans plaçaient pas mal d'intérêt. Le nouveau Dark Vador. Un nouveau méchant badass. Mais au final, le personnage a déçu et Kylo Ren est vite devenu le sujet de moquerie tant ils l'ont trouvé pathétique. C'est pas vrai! Je suis trop cool! Dis-le, MJ Senpai! Laisse-moi parler! Donc, Kylo Ren est en effet très pathétique. Quoi? Ouais, c'est un petit émo qui a un complexe d'infériorité. Oh non! Pas vous aussi! Ouais, c'est qu'un bébé pleurnichard qui est à milieu du charisme de Dark Vador. Oh non 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 non! Et oui, c'est qu'un matuveux qui porte un masque alors qu'il a aucun problème physique et qui nie totalement son identité comme un adolescent en pleine crise. Je suis humilié! Mais voilà la question qui tue. Il est où le problème? Hein? Ouais, le personnage est aussi pathétique qu'on le dit, mais ça n'en fait pas forcément un mauvais personnage, surtout quand il est clair que c'est totalement volontaire. Évidemment qu'il n'a pas la carrure de Vador, tout le truc du personnage est que justement il essaye d'être Vador, alors qu'il n'est que Ben Solo. Tout l'intérêt du masque. La première fois que j'ai vu son visage sur internet, j'ai pensé à Zuko dans le dernier Maître de l'air. Et c'est exactement ce que j'ai eu. Un personnage qui est pathétique à vouloir être un grand méchant, alors qu'il n'est clairement pas fait pour ce rôle. Même le moment où il pique des crises, c'est très Zuko. Putain de merde, je suis sûr que J.J. Abrams, dans des indications de casting, il a écrit ouais, il me faudrait quelqu'un qui a une tête d'un télo du lycée qui se fait martyriser et qui un jour débarque avec un fusil pour tuer tout le monde. Et ça marche totalement pour le personnage qu'il voulait dépeindre. Il n'est pas mauvais, c'est un personnage tragique qui commet l'irréparable pour devenir quelqu'un qui ne pourra jamais être, ce qui le rend pathétique. Et comme l'a dit Ray, il y a quelques minutes vous vous plaignez que c'était trop proche de l'épisode 4, et maintenant vous vous plaignez que c'est pas assez proche de l'épisode 4. Qu'est-ce que vous voulez à la fin, les mecs? Donc non, que le méchant soit aussi pathétique n'est pas un problème. Ça rend même le personnage plus intéressant, voire plus touchant. Cela dit, vous avez totalement le droit de vous moquer du personnage. Car oui, il y a un énorme potentiel comique sur un fanboy de Vador qui en devient mignon à force de vouloir être trop hardcore et sombre. J'aime beaucoup quelques parodies du personnage d'ailleurs. Preuve en est. Merci MJ Senpai, je suppose. Même mon sabre laser, vous le trouvez pas cool? Il a 3 lames pourtant. Ouais, tout ça pour dire que le film ne mérite pas d'être aussi critiqué qu'il l'est.
Moquer? Oui, il y a des moments où le film s'amuse de lui-même, mais dire que c'est un mauvais film? Je vois pas ce qu'il vous faut. Des acteurs de bon niveau, une mise en scène efficace avec quelques moments splendides, un scénario clair et facile à suivre. On a là un film très bien conçu et calibré. Donc, ne la fermez pas pour autant, parce que, ouais, c'est normal d'exiger plus d'une saga comme Star Wars. Cela dit, ayez la gentillesse de vous poser 5 minutes et de vous demander si c'est si mal que ça qu'un film Star Wars soit juste un très bon film d'un mec qui aime sincèrement la saga. Parce que si ce film est fait avec autant d'amour, à quoi ça sert de lui taper dessus? Et mon masque, il est cool, hein? Et les fanboys ont cru que j'étais Revan. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Genre Revan peut vivre plus de 4000 ans. Lol. Et en plus, ça rend ma voix cool encore plus cool en rajoutant un petit... Non mais, lui c'est pas pareil. Lui c'est marrant de lui taper dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à déposer un don pour soutenir l'émission sur mon compte Tipeee, où vous aurez des contreparties comme des badges, des t-shirts ou des choix de sujets pour des petites vidéos. Merci encore pour votre soutien, et à bientôt sur Fermez-la.